well, get up and walk over to the first painting. He said, tell me what you see in that painting. And I said, well, I see 2 Indians on horses. He said, no, 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 no. Where's the horizon? Oh, wow. Wow. So I said, well, the horizon's, you know, way above the head of the Indians. He said, fine, walk on to the next one. He said, what do you see in that painting? And stupidly I said, well, there's some cavalry on horses. I hadn't learned anything, you know. And he said, no, 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 where's the horizon? And I said, well, the horizon is the very, very bottom of the painting. He said, okay, get over here. And I stood in front of his desk. He said, when you're able to distinguish the art of the horizon at the bottom of a frame or at the top of the frame, but not going right through the center of the frame, when you're able to appreciate why it's at the top and why it's at the bottom, you might make a pretty good picture maker. Now get the out of here. Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 12. Cette semaine, émission western, Irlande et coup de poing. Un jour, loin d'ici, midi ou minuit, homme tranquille, tu te trouveras en face de toi, moins tranquille devant toi, se forme un visage d'or. Va, ne t'arrête pas et tu trouveras où poser tes armes. Va, ne t'arrête pas et tu trouveras où planter ton arbre. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris, nous allons parler de western et d'hommes tranquilles à l'occasion d'une émission spéciale John Ford, car Rimini ressort 2 coffrets consacrés donc à John Ford. Un premier coffret qui s'appelle Premier Western, qui donc marque 3 films de la fin des années 10 de John Ford, à l'époque où il commence. Donc il y a le Ranch Diavolo, À l'assaut du boulevard et Du sang dans la prairie. Et ensuite, nous parlerons de la réédition dans un magnifique coffret pour les fêtes, ça tombe bien, de L'Homme tranquille, son film de 1952. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Mais aussi également en face de moi cette fois et de nouveau à la mise en son de cette émission. En tout cas, bien joué, tu as très bien fait la transition. Il y a donc carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Bonjour à tous et désolé pour la petite couille dans le potage du début. T'inquiète voilà. pas. On apprend. On sent déjà une amélioration par rapport à la semaine dernière. Moins fébrile. Exactement, parce que donc Valentin n'est pas des nôtres ce soir, car une fois de plus, c'est un garçon vénal et donc il est en train de travailler ce soir. Donc, pour gagner sa vie. Avec son cul. Probablement. Donc il n'est pas là, mais il reviendra donc la semaine prochaine et Thibaut pourra reprendre sa place simplement derrière le micro et respirer un peu. Oui. Mais donc voilà, donc c'est le programme. Et avant de passer à la section critique de cette émission, donc quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors, donc, les transitions. Mais bien joué, Thibaut. Vraiment, je pense que je vais te garder finalement si je veux pas être viré. Donc, les agendas demain au Tambour, soirée E/B, en partenariat avec le Festival des 3 continents à Nantes qui commence cette semaine ou la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Non, je crois que c'est en train de se terminer. Là. C'est en train de... En ce moment même à Nantes. C'est la dernière semaine de novembre. Ah oui, exactement. Le Festival donc, des 3 continents avec à 18h le film Lambe de Yared Zeleke et à 20h30 Les bruits de récif de Clenber Mendoza Filho, dont on avait parlé ici au moment de sa sortie il y a 5 ou 6 ans. Ouais, c'est super. Film brésilien absolument magnifique. Sinon, pas toujours, à l'Arvor ce jeudi, en partenariat avec Clair Obscur, donc à 20h15, vous aurez la joie de voir ou revoir ce grand écran, le Excalibur de John Boorman. Oui, Erwan. C'est moi qui présente. Présenté par Erwan Cadoret, ici présent vraiment une soirée magnifique. Ah, ça va être génial. En perspective. Je suis dans une forme éclatant en plus, donc je vais être... Ça va assurer comme des ouf. Je vais excaliburer à mort. Voilà, et pour la peine, Erwan sera habillé comme les personnages du film, non. en armure incandescente. Je viendrai avec mon costume de ville. Oh, quel dommage. Pourtant, tu es si beau. Ouais, je sais bien, mais on peut pas tout faire. Mais donc voilà, n'hésitez pas à venir revoir le chef-d'œuvre de John Boorman, ça promet. Sinon, toujours à l'Arvor, c'est ce dimanche à partir de 17h30, donc c'est la soirée,
Oui, la soirée, on peut le dire jour et la nuit, ou autrement dit la soirée Romero, donc de Romer Je trouve que c'était la soirée Bernard-Henri Lévy. Non, mais de Romer à Romero, donc il y a à 17h30, il y a Les Nuits de la Pleine Lune, donc de Eric Romer. À 20h30, il y aura Le Jour des Morts Vivants de Georges Romero. Et entre les deux, vous aurez le plaisir d'assister à une conférence de notre camarade Jules Topoc, intérimaire du cinéma est mort, qui donc a mené une analyse comparée des 40 ans de carrière de Romero et de Romer pour voir un petit peu toutes les correspondances qu'il y a eu entre les deux filmographies. Et ne doutons pas qu'il y en a énormément. Il y en a énormément. J'avais été le voir quand il était en résidence, car il a été en résidence pour donc préparer Non, mais cette on conférence. donne nos impôts, paye ces gens-là hein, quand même. Oui. hein. Écoute, moi je suis très content que les impôts finalement aillent à ce genre de personnes. Comment ça? Voilà. Tu préfères pas que ça aille Un à député, Total ou à Total. Hanouna, voyons, Écoutez, je pense des qu'il gens en- utiles à la société, quoi. il en faut un peu des deux. Il faut à la fois des gens utiles comme Hanouna et des gens vulgaires et racoleurs comme Gilles Topoc Voilà, qui fait des exactement. conférences sur Romero. Donc voilà, venez voir ça, c'est un très beau programme. Sinon, je crois que ça sera mardi prochain. Il fait exprès de faire ça le jour de notre émission à 19h, car notre camarade Jean-Baptiste Massuet présentera donc une séance au TNB cinéma et jeux vidéo avec Zombie donc de Georges Romero Décidément. qui passera. Et puis après, il y aura un petit live Twitch en direct sur le bel écran du TNB de Resident Evil, qui sera donc commenté par Jean-Baptiste, qui n'aime rien de plus que se faire peur. Encore que le premier ne soit pas le plus flippant. mais Oui, c'est ça. C'est quel Resident Evil? C'est le remake ou c'est le... C'est l'original, je crois. Enfin, l'original. Enfin- Celui avec Mila Jovovich, quoi. Non, le jeu vidéo. Ah Resident oui, Evil. pardon, excuse-moi, Sur je Twitch, suis pas- ça se je- jouait en direct, diffusé Oui, sur d'accord, l'écran. parce que je me suis dit, quoi, il commente le film avec Mila Jovovich, mais qu'est-ce qu'il y a Quoi Alors remarque, pourquoi pas, moi je suis partant pour faire un Il commentaire faudrait en faire la direct. totalité de la soirée, en Ouais, fait. ouais, ouais, ce tous serait les pas 5 mal. films, ou les 5 ou 6 films. Parce que je sais combien il y en a quand même. Il y a au moins 5. Je crois qu'il y en a 5 plus, Au moins 5. plus une nouvelle version qui est sortie l'année dernière, Ouais, je plus crois. un remake, mais un remake qui a l'air pas drôle. Oui. Alors que avec celui avec Mila Jovovich, c'est assez marrant. Ah oui, c'est notamment le 3e réalisé par Russell Mulcahy, Ouais, toujours dans les bons cours en ouais. salle. Je crois que c'est du W.S. Anderson, les deux premiers, en plus. Ouais, il a fait plusieurs. Oui, hein. il me semble. hein. Ouais. Enfin, que des bons, quoi. Non, le premier c'est lui, le deuxième c'est Alexander Witt, qui est un Ah des... oui, Mm. c'est pas le directeur photo ou un truc comme Pourquoi ça est-ce qu'on parle de ça? C'est un Pourquoi part-on réalisateur de seconde équipe, surtout De seconde zone, Alexander Witt, de seconde zone. Je crois que c'est son seul film en tant que metteur en scène Oui, principal. d'accord, on comprend. Probablement parce que c'était horriblement nul à chier. Je me rappelle quand j'ai vu au cinéma de mes parents à l'époque, moi qui aimais beaucoup les films de zombies, putain, T'es tombé bien, ouais, tu t'es dit, c'est vrai que ça peut aussi être ça. ouais, Ça peut être des merdes, mais aussi des grosses merdes. Donc voilà. Parenthèse fermée, fermons la parenthèse. Sinon, dans les sorties nationales demain, Quentin Dupieux sort son deuxième film de l'année après Incroyable mais vrai, qui s'appelle Fait tousser. Voilà, avec Jean-Pascal Zadi, le gros Gilles Lelouch, Naïs Desmoustiers, Vincent Lacoste, Alain Chabat. D'accord. ouais. Voilà, tout ça. Oui, Tous les potes, quoi. exactement. Sinon, il y a un film qui s'appelle Le Torrent avec José Garcia et André Dussolier. Comme on dit, ça se verra en torrent. Hein, Poum, pch. Sinon, il y a un film avec Laure Calamy qui se passe dans les années 70 pour la lutte pour l'avortement qui s'appelle Annie Colère. C'est bien, Ok. ça tombe pile poil au moment où il faut. Sinon, il y a le nouveau film de Christophe Honoré, Le Lycéen, donc avec Vincent Lacoste, qui sort demain, encore basé sur les souvenirs de Christophe une fois qu'il a quitté Rennes et qu'il est parti à Paris vivre un peu l'aventure, tout ça, le sexe, la folie. Il y a un dessin animé qui s'appelle Enzo le Croco. Voilà, avec un Ouais. crocodile qui prend un bain. Il y a un Révolution Sida qui est un documentaire. Ça vend du rêve. hein. Ça vend du rêve. Il y a le nouveau film de Andrea Arnold, la réalisatrice de American Honey et de Fish Tank qui s'appelle Co, qui suit une vache. Oui, après EO. Et après, je lui dis que ça fait un programme cohérent. Il y a le nouveau film de Tsai Ming-liang, Days. Ah tiens, ça Et fait voilà. attention, j'ai entendu Oui, qu'il n'avait pas ça sorti faisait quelque un chose, moment, celui-ci. Et après Indochine la semaine dernière, pour vous les mélomanes, demain passe demain au cinéma le concert à Bercy 1992 de Johnny Hallyday. Waouh. Alors après votre avis éclairé sur Indochine la semaine dernière, qu'est-ce que vous pensez de Johnny, docteur, qui est vous qui êtes un peu Je voudrais pas me faire mélomane. d'ennemis, mais j'en ai rien à cirer. Et voilà. Regardez comment est-ce qu'on considère les trésors nationaux. Ouais, je suis plus Eddie Mitchell, moi. Ah bah moi aussi. Voilà. Bah, moi- Cinéphilie oblige. Ah bah même, oui. même si Johnny a joué quand même dans 2-3 films qui sont pas tous déshonorants. Dans Terminus. Non, il était très fan de Cinoche, apparemment. Oui, Il était très fan de Cinoche. Cinoche. On le voit dans le film de Claude Lelouch, Ouais. Salomon t'aime, il regarde avec Eddie Mitchell, il regarde Rio Bravo à la télé. Ce qui m'étonne pas. C'est pas très Non, étonnant. je crois qu'il était assez fan de Mm. western et tout ça. Oui, C'est- bah. il était- Il a joué dans un western dans Le Spécialiste de Corbucci, Oui, par exemple. exactement.
Et puis voilà, il joue aussi dans ce très bon film avec Jacques Brel et puis L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure, voilà. Voilà. Qui a son rôle sans doute le Une plus petite filmographie, célèbre. Non, et dans le film où il y a pas de Johnny, le film où il y a un monde où il y a pas de Johnny Hallyday, qui est bien, qui est avec Fabrice c'est Lucchini. Jean-Philippe. Ouais, bah Voilà. ça c'était pas mal Ah, ça. Moi je me souviens, enfin je l'ai Oui, vu il y a 15 ans, Il mais était meilleur que dans Les Rivières Pourpres 2, par exemple. mais j'ai souvenir que c'était ouais, mais tout le monde est meilleur que dans Les Rivières Pourpres 2, enfin Sauf Olivier Dahan qui est toujours nul. qui était drôle comme film. Enfin bon, Ah après, oui. passant. Resident Evil, Les Rivières Pourpres 2, bon voilà. On va La faire une ciné- émission où on parle de ça parce que La là, cinéphilie n'est voilà, pas morte. parce qu'en fait on veut pas parler de Ford, en fait on a peur, on est impressionné en Bah, fait c'est un peu par impressionnant. Ford parce qu'on a peur de dire des bêtises, surtout qu'il y a un bouquin fait par des gros nulos quand même, faut bien préciser, hein, qui est sorti il y a quand même pas très longtemps. Dont on avait parlé ici l'année dernière d'ailleurs. voilà. Donc, voilà. Fantasy de John Ford. Donc s'ils nous écoutent, moi, je pense qu'on va se faire Damien, insulter. Frédéric. Ouais, on va se faire insulter. Et donc, à propos de John Ford, nous allons en parler tout de suite, mais d'abord une petite pause musicale, on parle de Vanité. En attendant Godard sur Syllab, donc c'était Ostavka avec Vanité. Ostavka, groupe de post-punk breton qui a cessé ses activités malheureusement il y a quelques trop courtes années. Et donc nous allons parler dès à présent donc John Ford à l'occasion de la ressortie pour commencer d'un coffret donc qui s'appelle Premier Western, donc parmi les premiers films et les premiers longs métrages qu'a mis en scène John Ford à la fin des années 10, entre 1917 et 1918. Donc 3 films à l'époque où Ford travaille pour la Universal avec son frère Francis, qui lui a à l'époque un petit peu la vedette de la famille, on va dire, et où John Ford à l'époque se fait encore appeler Jack. Et donc il commence à bosser sur les plateaux avec son grand frère, où il fait un peu de tout, assistant caméra, grouillot, il fait l'acteur à certains moments perdu. Et donc il apprend vraiment sur le tas avec son frangin à faire des films, à l'époque où notamment concernant les westerns, ce sont plutôt des bandes de bobines, donc en gros une vingtaine de minutes, où c'est principalement des poursuites, des scènes d'action, des cavalcades, car c'est ce qu'il faut pour alimenter le circuit de parc de la Universal. Et Ford, sur ces films-là, va rencontrer ce qui deviendra son premier acteur fétiche, avec qui il fera à peu près 25 films, si je ne m'abuse, qui est Harry Carey. Harry Carey qui a été extrêmement important pour la carrière de Ford sur énormément d'aspects. Donc à la fois par Il me semble qu'il jouera avec son fils aussi. Oui, justement. Dans les années 40-50. Dans les années 40-50, après le décès de Harry Carey qui meurt en 1947, et même un petit peu avant, il va embaucher la femme et le fils de Harry Carey, donc Harry Carey Jr., qui jouera dans plusieurs de ses films, notamment She Wore Yellow Ribbon. Donc j'oublie le titre français à chaque fois. C'est le deuxième de la trilogie de la cavalerie, celui qui est en couleur. Ouais, je ne saurais plus dire comment il s'appelle. Et donc voilà, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était extrêmement important pour lui, à la fois parce qu'il a réellement mis le pied à l'étrier, et la persona de Harry Carey, qui était à l'époque où Ford fait ces films-là, est déjà relativement âgé, puisqu'il a une quarantaine d'années, donc il a beaucoup plus de bouteilles que Ford, qui lui a vers 22-23 ans, donc il est vraiment tout jeune. Et Harry Carey est une personne qui a une telle persona, justement, qui a un tel charisme, que ça va influer et influencer presque toute la carrière de Ford, en tout cas la manière qu'il a de représenter les héros, et qui ira même jusqu'à influencer Wayne dans les différents films qu'il fera avec Ford, où Wayne disait clairement que l'acteur qu'il admire le plus quand lui était jeune, c'était Harry Carey Senior. Et effectivement, on voit très vite dans la manière dont joue Carey et dans la manière dont va jouer Wayne, des choses qui reprend à la fois des attitudes, une manière de marcher, des petits gestes, cette manière ce des tic petits de gestes, se ouais. gratter de se gratter le menton avec son pouce, qui est un truc de petits gestes super sympas. Et d'où en plus les deux, ils ont même la démarche, tu vois. une démarche un peu cassée, comme s'il avait une hanche qui allait pas bien. Et de toute façon, on voit bien que même en termes physiques, ce sont deux acteurs qui sont assez proches, ils sont grands, ils ont la mâchoire carrée, ils ont quand même un charisme. Ils ont une trogne aussi, quoi. Voilà. Ils ont une tête, c'est pas du beau gosse fade, quoi. C'est vraiment c'est des mecs bien charpentés au niveau du visage, quoi.
on sent le côté travailleur prolo, justement, qui est quelque chose que Ford aimait beaucoup chez la majorité de ses comédiens, en tout cas de ceux qu'il a principalement mis en scène et ceux qui étaient ses amis, donc notamment Wayne, Harry Carey et puis Ward Bond, dont on reparlera aussi tout à l'heure. Et donc dans ces films-là, donc les 3 films du coffret, donc il y a le Rancho Diavolo aka Straight Shooting en 1917, également en 1917 à l'assaut du boulevard Bucking Broadway, et en 1918 Du sang dans la prairie aka Hellbent. Donc 3 films avec Harry Carey, 3 films assez différents et assez marquants pour beaucoup d'aspects, puisque donc là Ford arrête de faire des bandes de 20 minutes parce qu'avec Harry Carey ils se sont dit que faire des cavalcades c'est bien, mais avec une histoire au milieu ça serait quand même un peu mieux, et donc ils vont la faire un petit peu à l'envers à la Universal à l'époque, puisque donc ils décident de faire des films d'une 50aine de minutes, ce qui à l'époque pour ce genre de production ne se fait pas du tout, parce que donc ce sont vraiment des films de série dans lesquels Harry Carey joue un perso qui s'appelle Cheyenne Harry, qui est un personnage récurrent qu'ils vont mettre en scène eux dans leurs différents films. Et donc c'est vrai qu'à l'inverse de beaucoup de westerns de l'époque, les grands lieux, on va dire, étaient réservés plutôt à des grandes fresques, des grands films historiques. Et c'est encore relativement récent, parce que si mes souvenirs sont bons, le premier un des premiers Cat Bobine, ou peut-être même le premier Cat Bobine, c'est Judith de Béthulie de Griffith, et c'est 1913, je crois. Et Griffith avait quand même un statut particulier à Hollywood. Et il avait truandé aussi, il avait truandé la biographe pour pouvoir faire ça, et ça s'était très mal passé, il me semble, avec la direction de la biographe. Et c'est pour ça qu'après, il fera plutôt des films de 3 heures, histoire de vraiment truander tout le monde. Mais donc voilà, le long métrage, c'est pas encore une norme absolue, en fait, à ce moment-là, quoi. Donc, et surtout pour du cinéma de genre, entre guillemets, comme le western, quoi. Et donc, quand ils font le Rancho Diavolo, donc qui est leur premier long métrage, qui est un titre débile, qui est un titre français débile, qui n'a rien à voir, mais comme Du sang dans la prairie, qui reflète pas du tout en fait ce que sont les films, quoi. Enfin, à mon avis. Traduction des films français. Ouais. Donc la Universal est un peu mécontente, sauf que Karl Laemmle voit le résultat, qui était le boss à l'époque. Il dit que bon bah finalement, écoutez, si c'est pour faire des trucs comme ça, c'est pas plus mal. Essayez encore d'en faire d'autres pour voir si ça marche. Et donc ils vont se lancer dans une palanquée de films ensemble, qui pourrait faire à la fois faire comme si c'était des curiosités, mais qui finalement, quand on voit quand même les 3 à la suite, sont hyper cohérents et sont quand même à la fois presque programmatiques, en tout cas annonciateurs du talent de Ford comme metteur en scène. Parce qu'effectivement, pour des films qui sont des petites productions qui sont tournées hyper vite en une semaine, 10 jours, on sent déjà à la fois une maîtrise de la narration, une maîtrise du cadre et surtout une volonté de raconter les histoires d'une certaine manière, à la fois dans une vision de l'Amérique fantasmée qui existe encore plus ou moins à l'époque, mais qui est déjà en train de mourir, comme on le verra dans beaucoup de westerns plus tardifs, comme les westerns révisionnistes ou ceux qui se passent plus à l'ère contemporaine. Mais il y a déjà... Alors, précisons que les westerns révisionnistes, c'est pas les westerns qui contestent l'Holocauste. Hein. Non. C'est les westerns qui revoient l'histoire de l'Amérique sous un angle nouveau, notamment au niveau de la représentation des Amérindiens, ou ce genre de choses-là. La question indienne, comme on disait. Et donc, de toute façon, on en reparlera un petit peu après, mais moi, j'étais vraiment impressionné de voir que déjà tout jeune, il y a une maîtrise du cadre chez Ford qui est hallucinante, la manière de composer des plans en travaillant notamment énormément sur la profondeur de champ. Erwan, je sais qu'on en parle un petit peu de ça. Ouais, moi il y a 3 trucs moi qui m'ont plu dans ces films-là que je connaissais pas. Hein. Moi je savais, d'autant plus qu'il y a une bonne partie des films qui ont disparu. Oui, hein, donc surtout de la période de Ford, on a perdu à peu près 80% des films. Avant le Cheval de Fer, il me semble que c'est très parcellaire. Et ceux-là ont été retrouvés pour la plupart au milieu des années 2000, perdus dans des cinémathèques. Mais c'est assez passionnant à regarder parce que effectivement, il y a 3 choses moi qui m'ont frappé. Il y a d'une part ce travail sur la profondeur de champ qui est, moi je trouve, assez incroyable pour des films en 4/3, et on sent qu'il a bien compris, on sent que la grammaire du cinéma elle est non seulement bien comprise, mais surtout il a déjà ce sens de l'espace, notamment pour les décors extérieurs. Mais il le fait aussi dans les scènes d'intérieur, hein. Dans les scènes en studio, il y a aussi des moments où, notamment je pense à des plans qu'on trouve dans Hellbent et dans le Ranch Diavolo, où il y a 2 personnages au bar et on voit il y a le barman qui apparaît entre les 2 personnages,
On peut regarder le barman au fond ou regarder les deux personnages. Enfin, quelque part, voilà, il y a une espèce de Ça fonctionne déjà sur ouais, différentes détachement, échelles de plan. Ouais. détachement du plan qui est assez intéressant, mais c'est surtout visible dans les scènes extérieures de cavalcade, de transport de bétail. Je pense tout simplement au genre le premier plan du ranch Diavolo. Je me suis dit waouh, le premier plan c'est le méchant sur un cheval et sous le ventre du cheval on voit un de ses hommes de main. Donc ça veut dire qu'il a cadré voilà, pour profiter au maximum de tout ce que l'image lui permet de faire, et c'est assez impressionnant. Enfin, moi j'ai trouvé que pour un mec de 22 ans qui a appris un petit peu justement sur le tas, il y a une vraie vie, il y a vraiment un vrai regard quoi déjà. Il y a une vraie vie, et c'est comment par le plan fixe faire qu'il y ait de la vie dans l'image et qu'on comprenne beaucoup plus vite les enjeux. Ouais. Et on retrouvera d'ailleurs ça plus tard dans sa carrière, oui. Notamment un plan, alors moi je sais pas si c'est un plan qui est typiquement fordien, mais moi c'est un plan que j'associerais plutôt à certains films de Ford. C'est ces plans en fait où il y a une pente en fait en face de nous, et on voit le cheval arriver vers la caméra en fait en descendant la pente. Voilà, il y a vraiment plein de scènes comme ça, plein d'effets de surcadrage. Oui, il y a notamment à la fin du sang dans la prairie, une image qui préfigure celle de la prisonnière du désert, quand le personnage revient dans la maison dans le même encadrement de porte, et il est blessé comme le perso de Wayne à la fin de la prisonnière du désert, où il se tient le bras gauche avec sa main. Il y a vraiment des effets de mimétisme qui sont faits à la fois, qui je pense étaient faits en hommage de Wayne à Harry Carey dans La prisonnière du désert, mais aussi des reprises de thèmes et de motifs de Ford qu'il avait déjà commencé à travailler à l'époque, et qui s'est dit qu'il allait refaire entre guillemets en mieux. Oui, l'homme amoureux qui laisse sa place parce que il sait qu'il a, enfin je veux dire, le cow-boy qui a pas sa place en fait dans un truc comment dire sédentaire, et qui doit partir en fait au bout d'un moment. C'est ce qu'on voit dans le Ranch Diavolo. On va revenir de toute façon sur le côté de la communauté fordienne entre guillemets qui commence déjà à mettre en place. Mais Thibaut, alors, le western, vous aimez bien, non? Oui, moi j'aime beaucoup les westerns parce que ce sont des films Playmobil. Et ici, en effet, ce sont des films Playmobil dans le sens où, vous l'avez très bien dit sur sa gestion du cadre, mais il y a également une gestion de l'action qui est absolument hallucinante parce qu'on ne s'ennuie pas. On pourrait souvent penser, les médisants pourraient croire que le cinéma muet peut être un cinéma un petit peu ennuyeux. Et ici, pas du tout. Il y a une action constante. Mais moi, ce qui m'a le plus halluciné, c'est le rapport théorique que Ford propose au western. Parce qu'on dit souvent que Ford est un petit peu le parangon du western classique. Voilà, Stagecoach, Monument de Vallée... Et compagnie. Et en fait, ici, donc il a 22 ans, on est en 1917-1918, et en fait, déjà, Ford propose une lecture pas du tout classique du genre, une lecture quasi crépusculaire. Il annonce, bien entendu, La prisonnière du désert. Il annonce des héros qui ne sont ni bons ni mauvais, mais qui sont anti-héros, justement, ce qui à l'époque lui avait causé problème avec la censure, parce que justement le héros n'était pas assez positif, parce que c'est... Il se moque de ça au début du sang dans la prairie, justement. Parce que vu que c'est quand même Harry Carey joue plutôt des mecs qui sont soit des voyous ou bien qui bossent pour des méchants, et qui va se rendre compte au fur et à mesure. Une transformation. Voilà, c'est ça. Mais il reste borderline. Voilà, dans tous les exactement. Cas, il reste borderline. Et puis il préfigure l'urbanité du western. C'est à l'assaut du boulevard de Broadway, du boulevard. Du boulevard, pardon. Du boulevard, Broadway. Toute la séquence finale qui se passe en ville, mais pas la petite ville de My Darling Clementine de Ford. Non, ça se passe vraiment à New York. Donc dans un vrai jeu d'opposition entre les grands espaces du début du film et cette fin qui est et sur la côte est, du coup. Donc c'est quand même pas. Et cette fin qui se passe littéralement à New York, donc qui préfigure en quelque sens peut-être Macadam Cowboy de Schlesinger. Ou d'autres films de Ford. Il me semble que Le Mouchard, ça se passe, je sais plus où ça se passe. En Irlande. C'est en Irlande, Le Mouchard. Ça fait partie de son cycle de films irlandais. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé que ça se passait, tu vois, dans une ville américaine. En tout cas, c'est avec des Irlandais. Ouais, je l'ai vu il y a longtemps. Et puis il y a des éléments mécaniques. On voit une voiture qui apparaît. Donc là, c'est vraiment un motif quasi pékinpaïen. Oui, je pensais à ça avec Cable Hog. Et puis c'est aussi un western qui a conscience de lui-même. Le début de Hellbent, c'est peut-être un des plus beaux fondus enchaînés que j'ai vu de ma carrière d'amateur
de cinéma, où en fait, on a beaucoup dû, voilà, à partir des années fin des années 50, 60, voilà, le western part en sur-western, c'est-à-dire le western a conscience de lui-même, patati patata. Vous pouvez lire le texte sur L'homme des vallées perdues d'André Bazin dans Qu'est-ce que le cinéma, qui explique ça très bien. Et en fait, ici, Ford, donc sans trop spoiler, c'est le début du film, mais en fait, il propose un fondu enchaîné entre une toile de Remington. Donc, Remington, c'est le peintre qui a beaucoup documenté l'Ouest américain. Et l'histoire cinématographique, d'un point de vue cinématographique. Et en fait, avec ce fondu enchaîné-là, c'est comme si Ford faisait un lien entre un travail de recherche universitaire et de pure théorie du cinéma. Voilà, les cinéastes de western se sont inspirés de telle toile, de telle représentation. Du Buffalo Bill, il montre tous ça. ces Il spectacles. montre aussi d'où vient le mythe. Oui, et il inclut cette représentation picturale dans le cinéma. Donc là, on est dans un pur exercice de prise de conscience du médium western dans sa globalité. Et ça, au final, dans les histoires du western, on se dit que ça passe des années 50 et des années 60. Oui, parce Et en qu'on fait, pense Ford fait ça notamment déjà en 18, c'est avec quand même Liberty hallucinant. Valance, qui est peut-être son film le plus théorique sur le western, Oui. ou sur le mythe du western par le prisme du cinéma et de la manière de raconter des histoires. Mais finalement, c'est des choses qui sont quand même très vite conscientes chez les mecs qui font des westerns Mais des du années coup, 10-20. Ford, en fait, fait quasi du crépusculaire. Alors, on n'est pas chez Sam Peckinpah, bien entendu, mais il fait quasi du crépusculaire avec les bars c'est quand même des taudis, ça pleut à mort, les villes sont pas très très accueillantes, les personnages, comme je le disais, sont ambigus ou du moins borderline, et il fait quasi du western crépusculaire au début de l'âge du western, et ça c'est franchement D'autant hallucinant. quand même ça marche. En plus, c'est quand même assez cohérent avec la manière dont Ford a de raconter les histoires et de percevoir l'histoire américaine avec un grand H. Justement, c'est sur cette question des mythes où il sait pertinemment que ce sont des mythes, donc c'est à moitié du bullshit, mais qu'il faut bien bâtir une nation sur une histoire ou sur un socle à peu près commun à l'immensité du pays. Et donc, Sur un imaginaire. en voilà, un imaginaire. Donc, ces films à lui ont grandement contribué à le faire via tout le cycle des films à Monument de Vallée. Hawks l'a fait aussi, les films de Griffith l'ont fait aussi, mais c'était clairement... Mais cette mythification, elle avait commencé depuis déjà longtemps. Voilà. Avec la littérature et avec la peinture, notamment, elle avait commencé dès la fin du 19e, en fait. Avec le roman de Et Cooper. donc, voilà, et donc Ford, finalement, poursuit en fait une tradition Ouais, c'est ça, ouais. de construction mythique de l'Amérique qui commence avec le western, mais qui va se poursuivre ensuite avec les super-héros, qui va se poursuivre ensuite avec des mythes contemporains, en fait. Et ça, c'est, moi, je trouve une des choses qui est les plus intéressantes dans la culture américaine, c'est comment ce pays, cette nation qui n'est pas tellement vieille, a réussi en finalement 250 ans à construire une mythologie qui égale, voire à certains moments surpasse les mythologies européennes, ou les mythologies occidentales, ou les mythologies mondiales, ou asiatiques, beaucoup plus africaines. rapidement des mythologies avec des choses qui ont 20 ou bien 30 ans. Et puis c'est un des seuls... La mythologie de la guerre du Vietnam, déjà. C'est une des seules nations dont on peut observer la construction de la mythologie. Et Alors que l'évolution. la mythologie grecque, ok, on a quelques pièces de théâtre, machin, mais on n'a qu'une toute petite partie de comment ça s'est construit dans la tête des gens, en fait. L'immensité de la production de l'époque. Et là, on a vraiment le processus direct. en action, en direct. Ça, moi, j'ai toujours trouvé ça passionnant, moi, chez Ford d'une part, mais d'une manière générale dans la culture américaine. Moi, c'est une des choses qui m'intéresse le plus, quoi. Oui, alors, il faut vraiment voir ces films-là parce que. Alors, c'est Orson Welles qui me semble. Citez-moi les trois plus grands cinéastes américains et Welles répond John Ford et John Ford. Et en fait, là, on se rend compte vraiment, il a 22 piges, hein, tu disais, qu'à 22 ans, avoir aussi bien compris son pays, le cinéma par rapport à son travail sur le cadre, la profondeur de champ qui est hallucinant, et ce genre particulier, codifié, code qu'il va lui-même mettre en place, mais peut-être un peu plus tard, mais qui déstructure déjà les codes qu'il va mettre en place plus tard. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il fait une espèce de rétrofuturisme, de rétrocodage. De rétrocodage sur. Alors ça, après, il n'est pas le seul non plus à le faire parce qu'il y a Harry Carey qui est hyper important. Ça rentre dans tout un système de production aussi, ce qui fait que ça lui permet, entre guillemets, d'avoir une certaine forme de liberté. Cette liberté-là, cette modernité-là reste quand même hallucinante. Où on était, en gros, c'est le vol du Grand Rapide avec les bandits, pam-pam-pam, pam-pam, les flingues et tout ça. Et en fait,
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, Ford va balancer le cheval de fer en 24, donc grand western classique. Il va balancer Stagecoach après en 39, énorme western classique et compagnie. Mais en fait, il détruit déjà tout dès le début. Et ça, c'est hallucinant, en fait. Il va rétro-pédaler ensuite. Après, il va embrayer les Cheyennes, par exemple, La prisonnière du désert. Non, mais d'autant qu'en plus, à l'époque, il peut quand même faire 5 ou bien 6 films par an. Donc, du coup, il a le temps de montrer son truc. C'est absolument fou. Moi, c'est ce que j'ai apprécié, justement, c'est que il fait tout ça tranquillou. Oui. Et qu'on sent bien que c'est un espace où on lui fout visiblement relativement la paix. Du moment que ça rentre dans les frais. Du moment que ça rentre dans les frais, ce qui lui permet quand même d'expérimenter. Et je voulais parler justement, voilà, j'avais dit que la première chose qui m'avait épaté, c'était la profondeur de champ, mais il y a 2 autres choses, moi, qui m'ont épaté. C'est d'une part la présence du son dans ces films. Il y a les personnages chantent, les personnages jouent de la musique, il y a des scènes avec des scènes de danse déjà très importantes. Il y a une scène de danse, il y a une scène avec un tourne-disque, enfin voilà, il y a plein de présence du son. Alors qu'on pense toujours le cinéma muet comme un cinéma où la dimension sonore n'est pas prise en compte, ce qui est évidemment totalement stupide de croire ça quand on connaît un peu le cinéma muet. Et là, c'est particulièrement évident et c'est particulièrement mis en avant par Ford. Et puis il y a une troisième chose, moi, qui m'a énormément plu, c'est la manière dont il traite la lumière. Et notamment le fait que à certains moments il compose, notamment dans les scènes en intérieur, il compose des scènes en clair-obscur. Oui. Il y a beaucoup d'ombres qui sont de toute beauté. Et alors notamment il y a un truc moi qui m'a beaucoup plu, c'est que il sait super bien filmer les femmes. Les femmes sont superbes. Moi, je trouve que les 2 actrices... Alors, les personnages. Ouais, les personnages féminins sont bien, mais les actrices... Alors, il y en a, dans les 2 premiers, c'est une jeune fille qui s'appelle Molly Malone, on dirait un personnage d'une chanson des Pogs. Oui. La deuxième s'appelle Je ne sais plus trop comment. Celle qui est dans comment dire, dans Hellbent, mais elle est très bien aussi. Elles ont un peu le même profil, en fait, toutes les 2, des petites brunes avec les cheveux un peu en bataille. Elles sont mignonnes comme tout, moi, je trouve. Des brunes fordiennes, quoi. Voilà, moi, je trouve qu'elles sont belles comme tout. Et surtout, elles sont magiquement éclairées voilà, dès qu'il y a des gros plans sur elles où il suffit qu'ils les mettent devant un paysage, sur une barrière, contre une porte et tout, et tout de suite ça devient vachement bien, ça devient vachement pictural, voilà, c'est vraiment très très beau. Et même je pense notamment à l'assaut du boulevard, il y a une scène avec donc l'héroïne, l'héroïne qui se, enfin pas l'héroïne, mais le love interest de Harry Carey qui se retrouve Hélène, ouais, c'est ça, donc Molly Malone qui se retrouve à New York, machin, et son nouveau mari qui est un ruffian et un rustre, lui présente, alors j'aime beaucoup l'intertitre qui lui présente celle qu'il prétend être sa sœur. Donc déjà on devine que bref. Les intertitres aussi, je trouve, sont très très beaux. Ils sont hyper bien écrits, poétiques, ils sont très poétiques, ils sont très littéraires, qui tranchent aussi souvent avec, pas dans tous, mais dans pas mal de films de séries de l'époque. Ils sont pas juste fonctionnels. Voilà. Ils sont pas juste fonctionnels, ils sont vraiment très bien. Et il y a une scène l'amour de la langue. Il y a une scène comme ça, voilà, où il présente la fille, et la fille, on sent bien que c'est une méchante, quoi, qu'elle est jalouse de Molly Malone. Et la bécasse. Elle s'assoit, voilà, une bécasse, voilà, et elle s'assoit devant une table. Et il y a une espèce de lampe avec des franges, et les franges font comme des espèces de barreaux comme ça sur son visage. C'est superbe. Et c'est fait avec un minimum. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est fait avec un minimum. C'est hyper inventif. Voilà, c'est ça, c'est hyper inventif. Les acteurs sont parfaits, moi je trouve. Et même les seconds rôles et tout le monde est super bien. Tout le monde a l'air d'être très content d'être là. Parce que c'est cool de faire un western, c'est toujours sympa. Harry Carey le premier, qui a l'air toujours super content d'être là, qui surjoue de manière magnifique, moi je trouve, dans ce film-là. Et moi, ça a vraiment été une découverte. C'est-à-dire, je le connaissais un petit peu de nom vite fait, mais j'avais jamais vu vraiment de film avec lui. Et ben Harry Carey. À part dans les films de Ford et un peu tardif. Harry Carey Senior, je dis très bien. Et avec une vraie subtilité, une vraie conscience de jeu, une vraie subtilité dans les mouvements, dans les gestes, mais dans la manière d'exprimer les sentiments, tout simplement. On n'est pas dans la gesticulation. On n'est déjà plus dans la gesticulation. Alors c'est une époque aussi, justement, on est en train le gros plan commence à se répandre, donc on commence à avoir un type de jeu muet qui commence à être plus subtil, quoi. Mais on n'est pas du tout dans cette image justement du western qu'on se fait, qui est plutôt justement le grand rapide, voilà, où là c'est encore très théâtral, très frontal, mais parce que c'est un film vraiment du début des années 1900 et que c'est du Porter, et que Porter c'est quelqu'un vraiment un pionnier, quoi. Et là, Ford, on sent bien qu'il y a eu Griffith entre les deux. Et Ford, il a tout compris de Griffith et il est en train déjà de prendre la machinerie Griffith pour faire sa sauce. Et de faire les trucs à sa sauce. Et en même temps, voilà, c'est quand on compare les trucs, on se rend compte que quelques années plus tard, même très peu de temps plus tard, il y a Chaplin qui commence à bosser, il y a Eric von Stroheim, et les grands formalistes, en fait. Et puis les Européens. Voilà. Mais ce formalisme-là, il est plutôt associé aux années 20, alors qu'en fait, on se rend compte que finalement, dès les années 16-17, en fait, des réalisateurs formalistes arrive avant. Ouais, dès les formalistes, il y en a, et Ford, visiblement, en fait partie, quoi. Pour rebondir sur ce que dit Erwan sur l'écriture des personnages hors Harry Carey,
parce que tu disais que les femmes étaient magnifiquement mises en lumière, et elles sont aussi magnifiquement écrites, parce que si on prend par exemple à l'assaut du boulevard, moi qui est le film dans l'absolu qui m'a le plus impressionné, parce qu'au-delà de la séquence new-yorkaise finale, c'est l'écriture de ces personnages, on va dire, secondaires, enfin hors Harry Carey, où on retrouve finalement tout ce qui va faire le sel de cette diligence de Stagecoach, c'est-à-dire la diversité du microcosme. Le personnage un peu celui qui va voler, on va dire, le love interest de Harry Carey est une espèce de gros bourgeois de la côte Est, bien fringué, mais qui en fait il se révèle être un sombre connard. Il y a aussi la scène du pickpocket, moi, que j'ai trouvé très très belle, parce que voilà, tu as cette dame qui est pickpocket, tu sais pas trop si c'est une entraîneuse, voire peut-être une prostituée, et puis finalement elle se révèle, comme dans Stagecoach, beaucoup plus noble que son statut social ne laisse, d'un point de vue totalement archétypal, présager. Donc ça, c'est absolument magnifique. Et puis tu parlais de Rick von Stronheim, moi c'est Hellbent, c'est la fin de Hellbent dans le désert, c'est les rapaces. Ah oui, voilà. C'est magnifique séquence aussi. C'est absolument magnifique. Il y a et là il y a une vraie composition, parce que c'est balèze en noir et blanc d'aller filmer le désert. Voilà, avec un grand ciel bleu. Bon, Eric von Stronheim l'a fait, donc je vous conseille de voir Les Rapaces, les plus grands films de l'histoire du cinéma tout court, tout simplement. Et là, en fait, il arrive franchement à mettre en scène cette matérialité du sable, c'est absolument splendide à ce niveau-là. Alors, juste dernière chose que je voulais ajouter, c'est que c'est ce que j'ai. Alors là, pour le coup, c'est très fordien. Alors du coup, c'est que bon Dieu que ça picole. Ça fait la fête. Il y a plein de moments où Harry Carey il fait le mec bourré. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oui, il fait très bien d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé. Et c'est drôle. Et il y a des bastons. Oui, il y a des bastons, et notamment la fin des bagarres de bar. C'est des bagarres de bar, et notamment la fin de À l'assaut du boulevard, où on a une mêlée générale. Une mêlée générale, moi, que j'ai trouvé très très sympathique, avec aussi ce truc de Ford que moi j'ai beaucoup aimé dans les trois films, même si c'est plus prononcé dans Hellbent, c'est cette capacité à introduire du comique à l'intérieur d'une histoire dramatique, et d'avoir les deux en même temps, et de passer de l'un à l'autre, et d'avoir les deux en même temps, et de faire en sorte que ça semble pas fabriqué, et que ça soit naturel. Il y a des trucs mélodramatiques et des trucs comiques à l'intérieur du même film, avec des ruptures de ton, et moi j'avoue que c'est dans la manière, alors même si c'est pas lui qui écrit les scénarios, mais ils écrivaient en partie avec Harry Carey. Et bon, voilà, moi je trouve qu'il y a quand même du. Il les faisait avec Harry Carey parce que ça coûtait moins cher plutôt que de payer un scénariste. Bien sûr. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup ce cinéma muet de débrouillardise, de système D, et où en fait on voit se révéler les mecs qui en ont dans la cafetière, et qui sont capables de penser cinéma en fait, et qui en 1917, dans une époque où c'est encore pas si évident que ça, et on comprend tout ce qui va venir ensuite, évidemment, grâce à des films comme cela. Donc très utile et très sympathique à regarder. C'est magnifique. Hellbent est peut-être un peu plus bordélique, on va le dire, mais il est plus parodique aussi. En termes de ton, il est l'exercice différent. humoristique est franchement hallucinant. Mais il y a des trucs bien, il y a des trucs vachement bien. Donc le coffret premier western qui ressort chez Rimini, accompagné pour chaque film de bonus et d'un livret écrit par un prof de Paris 3, Nachiktas Vignesam, qui remet en perspective tous les films de Ford dans sa période peut-être la moins connue et la moins documentée. On va rester avec Ford, mais on va quitter l'Ouest américain pour aller au nord de l'Irlande. How do you describe someone you really admired and loved? And yet he had so many aggravating traits. He was an instinctive con man. It was impossible to know when to believe him or when to disbelieve him. Everything he said or did was for effect. That is why he was so difficult to interview. He would deliberately say the opposite to what he knew you wanted to hear. He could be kind, gracious, and gentle, with a wonderful sense of humor, but he could also be vindictive and mean. All one can do with John Ford is accept him with all of his faults and virtues and love him. En attendant Godard sur Syllab, donc on a écouté Maureen O'Hara qui parlait de John Ford. Ensuite, c'était Bing Crosby avec The Isle of Innisfree. Et de Innisfree, il en est question donc dans le classique des classiques de Ford, L'Homme Tranquille, The Quiet Man, son film de 1952. The Quiet Man. The Quiet Man.
C'est pas le même film, ça. Non, film très cher à John Ford, qu'il a mis plus d'une quinzaine d'années à monter parce que toutes les prods hollywoodiennes ne voulaient pas de ce film qui parle de l'Irlande et personne n'a rien à foutre de l'Irlande. Mais donc, Sauf John Ford. Oui, mais donc c'est un film qui lui tenait extrêmement à cœur, parce que donc, toute sa famille vient de l'Irlande, et lui, c'est quelque chose qu'il a retravaillé dans plusieurs films de sa filmo. Donc, on parlait du Mouchard tout à l'heure, il y avait aussi Révolte à Dublin, The Rising of the Moon, tout ça, il y revient de manière... Quelle était verte ma vallée, c'est en Irlande? Non, c'est des Gallois. C'est des Gallois, autant pour moi. Autant pour moi. Mais donc, c'est quelque chose qui lui tenait évidemment énormément à cœur, parce qu'il n'aimait rien de plus que rappeler que lui, il venait d'Irlande. Il a même fait croire qu'il était né là-bas, alors qu'il est né dans le Maine. Mais une grande partie de sa famille, et notamment ses cousins, habitaient encore en Irlande. Et c'est plus ou moins dans le coin où il est né, où il a tourné son film, et donc où il met cette histoire dans un village qui n'existe pas, qui est Innisfree, mais qui était dans le livre et le roman dont le film est adapté, donc le livre de Maurice Walsh, sur donc l'histoire de ce bon Yankee boxeur joué par John Wayne, qui après un drame aux USA revient dans son pays natal, et il va renouer un petit peu à la fois avec des traditions du passé d'Irlande du Nord, et avec ses anciens camarades, avec la petite pouliche qu'il aimait évidemment bien, incarnée par la toujours délicieuse, magnifique et incroyable Maureen O'Hara. Et donc c'était l'occasion pour Ford aussi de à la fois ramener toute sa petite famille de cinéma, parce que donc on retrouve la plupart de ses acteurs fétiches, de Ward Bond à John Wayne, à Maureen O'Hara, aux frères de Maureen O'Hara, aux frères de John Ford, donc Francis Ford dont on a parlé tout à l'heure, qui joue aussi dans le film. Victor McLaglen aussi. Voilà, donc Victor McLaglen. Tous ces techniciens fétiches qui viennent avec lui pendant 2 mois tourner ce film-là, qui est à la fois une célébration d'une Irlande, une fois de plus mythologique et mythique, avec les contradictions internes au pays qui sont, on va dire, à l'arrière-plan, donc c'est-à-dire la période entre les deux guerres civiles en Irlande, puisque donc il est fait mention de l'IRA et des différentes tensions qui pourraient subvenir ou resubvenir, et au milieu de tout ça, une histoire d'amour comme quasiment seul Ford a su les faire, un genre de comédie de remariage qu'on pourrait penser emprunter à Hawks, mais en y mettant son ton qui lui est propre, donc à la fois dans la célébration d'une mythologie qui n'a jamais réellement existé, mais qui n'existe que dans ses fantasmes et dans la littérature, en mêlant ça avec une fantaisie incroyable, un film de complot, un film de manipulation et un film de bagarre. Donc c'est vraiment le grand classique des classiques de Ford, qui a eu un succès qui a dépassé ses attentes, parce que c'est le film pour lequel il a gagné son 4e Oscar de meilleur metteur en scène, record toujours invaincu jusqu'à présent. Et donc, les producteurs qui ont dû se mordre les doigts, je pense, à la cérémonie des Oscars. Hein. Et qui donc là ressort dans un écrin absolument magnifique, donc chez Rimini, double DVD, double Blu-ray, gros livret d'une centaine de pages de Christophe Chavdia qui revient sur tout le film, plusieurs longues interviews et un excellent documentaire de José Luis Guérin, réalisé en 1988, donc 35 ans après le tournage du film, qui revient sur les lieux du tournage et sur le village où le film a été tourné, pour voir un petit peu l'impact et surtout faire un documentaire sur la population du film, justement. Donc film en bonus déjà absolument magnifique, film incroyable et important pour Ford. Alors, c'est bien, Erwan, L'Homme tranquille. Bah oui, c'est bien. Alors moi, c'est un film que je connais moins bien que toi ou que nos éternels ennemis du cinéma est mort, qui voilà, notamment je crois que c'est Étienne qui est très fan de ce film-là. Donc j'aurais pas la prétention de dire des choses voilà, plus intelligentes que ce que vous pourriez en dire justement, messieurs. Mais moi, je sais que c'est un film que j'ai eu l'occasion de revoir lors d'une séance du dimanche soir, enfin de voir plutôt lors d'une séance du dimanche soir, parce que je l'avais jamais vu en fait, je l'avais jamais vu. Et moi, c'est un film que j'ai trouvé assez enchanteur, quoi. Voilà, c'est-à-dire que avec cette, encore une fois, cette espèce de mélange de légèreté et de drame, même si le film penche plutôt du côté de la légèreté, hein, mais ce mélange de légèreté et de drame qui moi je trouve est toujours très bien chez Ford, et cette manière qu'il a, que j'aime beaucoup chez lui, de décrire une communauté, des collectifs en fait, et ça c'est-à-dire et de s'appuyer sur des acteurs qu'il connaît très bien, qui sont tous hyper heureux d'être là. Voilà, qui sont tous hyper heureux d'être là. Même cette vieille crapule de Ward Bond.
J'aime beaucoup Hard Bond. Ouais, Même mais si ça c'est une, rend c'est une vieille crapule anticommuniste de Ward Bond. Voilà, et le fait c'est presque touchant en fait, parce que le film date de 52, et ça ressemble vraiment à un film de famille. Ouais, et ça ressemble aussi à un film de dernière partie de carrière. Vous voyez, où on réunit. C'est un peu l'équivalent de Twin Peaks saison 3. C'est-à-dire vous ramenez les acteurs avec qui vous avez... Parce que Victor McLaglen, il y jouait avec lui, mais dans les années 30. Quoi. Ouais. Son frère. Voilà. Et finalement, de ramener tout le monde et de faire une espèce de dernière grande... baroud d'honneur. Le dernier baroud d'honneur, et qui met gentiment à l'amende toute la jeune génération en disant, bon, bah écoutez, à vous maintenant. Voilà, je veux dire, quelque part. Et pour moi, les Ford des années 50, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que c'est pas... J'ai plus rien à prouver, et je vais maintenant essayer de faire plutôt des choses que j'ai envie de faire plutôt que les choses qu'on m'impose. Et effectivement, quand on voit ce film-là, quand on voit Les Prisonniers du désert, quand on voit Liberty Valance, quand on voit comment il s'appelle ce film, la dernière parade, la dernière fanfare, qui était, moi j'avais trouvé super qui aussi, sorti il y a un an et demi. Et on sent moi c'est ce que j'aime beaucoup chez Ford, et que je ressens un petit peu moins chez Hawks. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette impression d'être à l'aise, c'est-à-dire qu'il est à l'aise dans ce qu'il fait, et que c'est fastoche de faire du cinéma. Quand on voit des films de Ford, on se dit c'est fastoche de faire du cinéma, et je pense qu'on prend pas du tout conscience à quel point à quel point il a 130 films derrière lui. Donc ouais, effectivement, c'est fastoche pour lui, quoi. Effectivement, c'est comme aller faire des nouilles, quoi, tu vois. Mais avec certains n'arrivent pas à faire des nouilles. Mais avec toujours, moi je trouve cette élégance. Moi, j'ai souvenir notamment des couleurs dans L'Homme tranquille. Enfin voilà, c'est un film qui d'un vert qui est flamboyant, c'est du Technicolor de dingo, et de John Wayne qui est un acteur qui moi, quand j'étais plus jeune, pour moi c'était l'acteur réac, quoi. Ouais, mais plus je le vois, moi, John Wayne, plus il m'impressionne. Et en fait, et notamment chez Ford, moi je trouve qu'il a une... Voilà, c'est pas Bradigan, quoi. Non, mais ouais, c'est ça, Bradigan, où il met des tartes à des hippies, quoi. En Angleterre. Même si c'est très drôle, là, par ailleurs. Oui, c'est très sympathique. Mais voilà, il y a une subtilité de jeu, quoi, chez ce mec-là, qui est voilà, et toute sa relation avec Maureen O'Hara est parfaite. Elle est parfaite dans le côté la pure femme fordienne. Ouais, voilà, qui est un peu pain-bêche. Il ne faut pas la faire chier comme ça. Un peu amoureuse, un peu dur à cuire, un peu tout ça en même temps, passant de l'un à l'autre, et se retrouvant confronté à John Wayne qui est un peu taiseux, voilà, et son conte frère Fort Angle qui est joué par Victor McLaglen, qui aime bien en faire des caisses. Voilà, et puis plein de second rôles qui surjouent, mais justement eux sont pas trop dans le surjeu. Justement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment les second rôles sont un écrin en fait pour le couple principal, et le contraste de jeu en fait de chacun de ces acteurs-là, en fait, ça fonctionne très bien en tant qu'ensemble en fait. Thibaut. Vous avez tout dit. Donc voilà, oui, c'est un film absolument merveilleux. Ce qui est intéressant, c'est que Ford, là, commence à retravailler un petit peu, rentre un petit peu dans sa période révisionniste et tout ça, et puis il pose un film en plein milieu, là, totalement mythologique, basé sur des souvenirs qu'il n'a pas. C'est hallucinant. C'est un film qui reste hallucinant, une science du rythme. Voilà. Moi, ce qui me marque dans ce film, c'est la couleur, en effet. Voilà. C'est le Technicolor. Et puis, alors qu'à la base, les prods voulaient qu'il le fasse en noir et blanc, mais lui il dit attends, non mais nique ta mère, moi je veux en Irlande, c'est pour faire de la couleur. C'est pour mettre du vert. Du vert et du roux au milieu sur un point. Mais en effet, moi je suis d'accord avec Erwan, ça fait film de dernière partie de carrière, ça fait film de copains et de copines où on dit bilan. Allez, bon. On fait le bilan. On fait le bilan calmement, en fait, quoi. Alors qu'il en fera encore 15 derrière. Oui, voilà. Mais il a fait 15 ans de bilan. Mais alors ça, c'est hallucinant. Donc ça prouve encore une fois sa modernité, l'avance qu'il a sur sa propre filmographie. Voilà, ce mec-là est le plus grand cinéaste américain de l'histoire. Alors, ça bouge pas. Précisons par contre que c'est un film qui franchit probablement pas le test de Bechdel. Le test de Bechdel. Voilà. Moins misogyne que ça, quand même. Mais alors justement, parce que le personnage de Maureen O'Hara est quand même beaucoup plus complexe. D'une part, et aussi parce que la misogynie, comme la bagarre d'ailleurs, comme la violence à l'intérieur du film, est grotesque. Grotesque, et surtout relève d'une forme de ritualisation en fait, voilà, qui évidemment qui ne dit ça, je dis pas que c'est bien, hein, mais où finalement, je veux dire, quelque part, Wayne est obligé de se comporter comme un affreux macho. Parce que le poids des traditions... c'est ce que tout le monde attend de lui. Parce que le poids des traditions demande qu'il agisse comme un goujat. Et justement, c'est un beau film justement sur, là aussi, la part de conditionnement qu'il peut y avoir dans une communauté, et les rituels internes en fait à une communauté, et le fait que quand vous êtes de l'extérieur, effectivement, vous pouvez choisir de conserver, entre guillemets, votre morale, mais dans ce genre de communauté, à ce genre d'époque,
compliqué d'être Complicado, hein. compliqué de revenir après un séjour aux États-Unis et d'être à nouveau accepté par la communauté. Et pour être accepté par la communauté, il faut mettre des tartines dans la tronche. Voilà. Et ça donne lieu à une super scène, une scène de baston interminable qui est super. Qui dure 10 minutes mais dans qui est tout le super, comté, mais qui est merveilleuse. Super. De toute façon, c'est trop bien les scènes de bagarre. Et qui anticipe Terence Hill, Bud Spencer, les bagarres de bar, les bagarres de bar, à mort, quoi. Et c'est vraiment super, super scène. Très drôle, très fun, très dynamique, vraiment une Irlande effectivement qui n'a probablement jamais existé, mais qu'on aimerait bien, voir advenir, comme ça. Voir advenir, exactement. Donc voilà, c'est évidemment le magnifique, le merveilleux L'Homme tranquille de Ford qui vient de ressortir dans une magnifique et belle édition chez Rimini, tout comme le coffret premier western. On va s'arrêter là, on va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, docteur. Alors on va rester dans le cinéma hollywoodien classique avec un film assez différent mais qui est pas mal. Madame Bovary de Vincente Minnelli en 1949. Je travaille sur les adaptations de Madame Bovary, donc j'ai pas beaucoup de mérite. Mais ça m'a permis de découvrir ce film-là, qui est un film extrêmement sympathique, d'une apparence classique, film en costume, froufrou, tout ça, mais avec des vrais moments de cruauté, des vrais moments de cruauté minnellienne, de toute beauté, et pareil, un sens, une intelligence de la narration, des raccords, de ce qu'on peut faire avec les ellipses, avec les fondus enchaînés, et puis une Jennifer Jones tout à fait sympathique, qui est une actrice qui a finalement peu joué, mais qui tout de suite. Avec Jennifer Jones, Van Eflin dans le rôle de Charles Bovary, et puis plein de second rôles tout à fait sympathiques, où tout le monde fait semblant d'être français en parlant avec des anglais des accents américains coupés au couteau. C'est formidable. J'adore ça, merci. Carrément Fleuret. On va rester dans les années 40 avec Swamp Water, donc Les Temps tragiques en français, de 1941, de Jean Renoir, période américaine. Un film qui se passe dans le bayou de Géorgie, et je me demande si en fait Jean Renoir n'a pas inventé au cinéma le Southern Gothic. À vérifier, merci. On va rester aussi dans les années 40 avec un polar anglais de John Boulting de 1947, Le Gang des Tueurs, aka Brighton Rock, avec un tout jeune Richard Attenborough, jeune voyou qui va se mettre à défoncer les gens qui ne lui plaisent pas, et il y en a beaucoup. Les polars anglais, même à l'époque, c'est déjà super sec, c'est nerveux, les mecs sont hyper bien habillés, mais c'est que des fils de chiens quand même. avec aussi des accents cockney à couper. Exactement, donc c'était super bien. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Thibaut d'avoir assuré comme un pape à la technique. Attention, l'émission n'est pas finie. Merci docteur, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de choses plus contemporaines. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Bonne soirée.